Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où on parlera d'un thème tellement important pour toi, professionnel de la comptabilité. Il s'agit des stocks et des encours. En effet, pour beaucoup d'organisations, pour beaucoup d'entreprises, les stocks représentent une part importante du patrimoine, une part vraiment significative de son actif net. Et de ce fait, représente en même temps un enjeu financier important. Alors pour illustrer cela, je t'ai téléchargé ici les états financiers d'une société que tu connais très bien, la société Carrefour. On va voir ensemble dans ses comptes consolidés la part qu'occupent les stocks. Alors ici, dans son actif courant, on a par exemple un total de 18 milliards, mais les stocks représentent quelle valeur? Plus de 6 milliards, soit plus de 30%. On se rend donc compte qu'une erreur dans l'évaluation ou même dans la dépréciation des stocks va se traduire par un résultat qui est tout simplement incorrect avec des conséquences que cela pourrait amener. On comprend à quel point les stocks et les encours vont représenter en fait quelque chose de significatif et de particulièrement important pour le bouclage financier de l'entreprise. Alors reste bien scotché, bien attentif et on se retrouve dans un instant. Alors très rapidement, on va dire c'est quoi un stock? Comment est-ce qu'on pourrait définir cela? Alors pour définir les stocks, on va partir sur la base des trois principales catégories de stocks que nous pourrions avoir. Et on va tout simplement dire qu'un stock, c'est un actif qui va être détenu pour être vendu dans le cours normal de l'activité de l'entreprise. Et si on peut avoir une entreprise commerciale dont l'activité consiste à acheter des stocks et à les revendre en l'état. À ce moment-là, on parlera de stock de marchandises. Par contre, une entreprise industrielle qui va faire subir aux matières qu'elle a achetées un processus, n'est-ce pas, de transformation, on dira des stocks qui sont arrivés au bout de ce process qu'il s'agit des produits finis. Donc, un stock, ce sera par exemple un actif qui est détenu en vue de la vente. Un stock également, ça peut être un encours de production pour une telle vente. Étant donné qu'on fait un cut-off, pour des raisons de cut-off, on est en train de faire un bilan qui est la photographie du patrimoine à un instant T. On va donc se positionner par exemple au 31/12 de l'année N. Et on va donc se demander pour les stocks qui sont introduits dans le circuit de production et le processus de production de ces stocks n'est pas encore abouti. Donc on est en présence d'encours de fabrication qui ont une valeur comptable. Et on va donc chercher à évaluer ces stocks qu'on appellera en cours de production. Troisième possibilité, c'est des stocks qui vont être destinés à être consommés dans le processus de production. Dans notre magasin de matières premières consommées, on aura des matières premières, des matières consommables, des fournitures, des pièces de rechange, etc. Tout cela également, c'est des stocks, même si ce n'est pas encore introduit dans le circuit, n'est-ce pas, de production. Je t'ai préparé ici un petit tableau pour t'aider à faire la distinction, n'est-ce pas, entre ce qu'on appelle un stock et ce qu'on appelle une immobilisation. La distinction entre les deux éléments ne saurait être faite en fonction de la nature de l'élément. J'ai prévu ici deux grands critères de distinction entre l'IMO et le stock. Ce sera soit la destination, soit la durée. Autrement dit, j'achète quelque chose, qu'est-ce que j'en fais? C'est utilisé dans quel cadre? Si par exemple une entreprise achète un camion et qu'elle utilise cela, la destination du camion, c'est pour faire de la livraison à ses clients finaux. On dira de ce camion qu'il ne s'agit pas d'un stock, mais bien plutôt d'une immobilisation. Parce que ce camion va être utilisé sur une longue période qui, comptablement, est une période supérieure à 12 mois. Par contre, lorsqu'on parle de stock, on parle de quelque chose qui est vendu dans le cours normal de l'activité ou consommé dans le cours normal, n'est-ce pas, de l'activité productive de la société. Et en général, c'est sur des cycles courts. Bon, cependant, on pourrait également se retrouver avec des stocks qui ont une longue durée de fabrication. Ce sera par exemple, si une entreprise fabrique des avions ou alors si elle fabrique des bateaux, il va de soi que cela pourrait prendre une période suffisamment longue. Mais il n'empêche qu'à ce moment-là, ce sera des stocks. Alors, j'ai une petite question pour toi. Est-ce qu'un terrain est un stock ou alors c'est une immobilisation? D'après ce qu'on vient de voir, tout dépend de ce qui en est fait. Si une entreprise achète un terrain pour y bâtir par exemple son usine et procéder à la fabrication ainsi au sein de son usine, on dira de ce terrain qu'il s'agit d'une immobilisation parce que ça va être utilisé sur une longue période. En revanche, si nous avons une société immobilière dont l'activité consiste à acheter des terrains et à les revendre, que ces terrains aient subi ou non des travaux particuliers,
Pour cette société immobilière, eh bien, ces terrains ne sont pas des immobilisations, mais bien plutôt des stocks. On va avancer ici avec les différentes catégories de stocks prévues par le système comptable OHADA. J'en ai énuméré ici quelques-uns. Ça, on les retrouve dans l'acte uniforme relatif au droit comptable et à l'information financière. Alors, on ne va pas parcourir chacune de ces catégories de stocks parce que, disons qu'à la fin de la vidéo, tu pourras dans la description, via le lien que j'ai prévu à cet effet, télécharger, n'est-ce pas, ce support de présentation. Et ça va te servir d'aide de mémoire pour pouvoir revoir à ta guise, à loisir, les différentes catégories de stocks prévues par le système comptable OHADA. Je vais plutôt introduire une petite parenthèse pour te parler de ce modèle Excel que j'ai conçu pour produire de manière automatisée le jeu complet d'état financier prévu par le système comptable OHADA, que sont le bilan, le compte de résultat, le tableau des flux de trésorerie et les 36 notes annexes. Il y a donc une note annexe qui est prévue et qui est dédiée aux stocks, la note 6, qui permet en fait de commenter cette rubrique que nous avons au bilan et qui est la rubrique stock. Vous savez, dans la nouvelle façon de présenter le bilan, les stocks se retrouvent être confinés dans une seule ligne. À la seule lecture du bilan, on ne saurait savoir qu'est-ce qu'il en est en fait, qu'est-ce qui est dans la rubrique stock et on ne saurait avoir le détail, n'est-ce pas, de la dépréciation. Donc le SYSCO-OHADA a prévu qu'on ait une note 6 qui est d'ailleurs mentionnée ici et qui donne plus de détails sur nos stocks et combien de savoir comment compléter cette note. Dans le modèle que j'ai prévu, les formules, via des formules que j'ai, n'est-ce pas, conçues dans ce fichier, le fichier permet de remonter automatiquement la valeur des stocks en année N et puis la valeur des stocks en année N-1 sans intervention particulière. Ça représente un gain de temps énorme. Parce que pour les entités pour lesquelles j'ai produit les états financiers, par exemple à fin juin, vous savez, il y a des entreprises qui ont cette obligation légale, notamment celles qui sont cotées en bourse, de produire des comptes, on va dire semestriels, et de faire une publication dans les journaux, dans le journal officiel habilité, une publication de son rapport d'activité. Donc ce modèle que j'ai conçu m'a été particulièrement utile. Ça m'a donné un gain de temps incroyable. Et je vous assure, si vous prenez ce modèle complet, ça va vous aider à gagner énormément de temps pour votre prochaine clôture, n'est-ce pas, comptable. Donc là, c'était ce petit instant promo. Juste pour rappeler que le modèle complet, il est payant. Par contre, je peux vous envoyer gratuitement, si vous m'écrivez dans mon mail, je peux vous envoyer gratuitement le modèle qui permet de générer automatiquement le bilan et le compte de résultat. Mais si vous voulez avoir l'intégralité avec les 36 notes annexes, avec toutes les formules là, vous allez faire une petite contribution. Alors, on avance rapidement avec notre support de présentation. Nous étions en train de parler des différentes catégories de stock et je disais tantôt que vous l'aurez, une fois que vous aurez téléchargé le support de présentation, pour voir plus tard les différentes catégories prévues par le SYSCO-OHADA. Maintenant, parlons de l'évaluation des stocks. Et normalement, j'aurais même dû préciser dans l'introduction que dans cette vidéo, je vais mettre l'emphase sur deux éléments. Il y a premièrement l'évaluation. Donc, comment est-ce que les stocks doivent être valorisés d'après le SYSCO-OHADA revisé. Et deuxièmement, comment est-ce qu'ils doivent être dépréciés? Parce qu'un stock, pour une raison ou une autre, va être endommagé, va devenir obsolète, ne pourra peut-être plus être vendu au prix normal. Et de ce fait, on a des indices qui nous permettent de procéder à la dépréciation, de comptabiliser en fait une perte de valeur. Comment est-ce qu'on doit faire cela pratiquement, comptablement? On va également le voir dans cette vidéo. Donc, commençons déjà par le premier grand élément qu'il faut vraiment comprendre, c'est la valorisation, c'est l'évaluation des stocks, comment leur donner une valeur. C'est vraiment important parce que ça impacte directement le résultat et aussi la physionomie, comment est-ce que va se présenter votre bilan. Donc, on va dire simplement que pour ce qui est des stocks qui sont achetés, qui sont acquis, le coût d'achat ou alors le coût d'entrée de ces stocks-là, c'est tout simplement le prix d'achat majoré des frais accessoires. Sur cette page, si j'ai prévu les différents frais accessoires qu'on peut avoir, les frais de douane, les différentes taxes qui ne pourront pas être récupérées. On peut prendre ici le cas d'une entreprise qui n'est peut-être pas assujettie à 100% à la TVA, va peut-être la déduire au prorata ou ne pourra pas la déduire du tout. Donc à l'achat, la TVA rentre dans le coût, n'est-ce pas, d'entrée du stock. Maintenant, il y a d'autres frais accessoires comme les frais de transport, de manutention, etc., etc. Tous ces éléments-là vont participer, n'est-ce pas, au coût d'entrée du stock, pardon, parce que cela permet en fait de déterminer la valeur du stock jusqu'à l'endroit où le stock se trouve avant sa vente ou avant son utilisation.
Maintenant, une petite parenthèse aussi, c'est que les coûts d'emprunt, si on est en présence ici d'un stock qui est un actif éligible, les coûts d'emprunt également peuvent être intégrés au coût de ce stock-là. Et pour ce qui est des coûts d'emprunt, j'avais déjà fait une vidéo à ce sujet. Tu peux juste cliquer sur le lien qui s'affiche là au-dessus pour pouvoir revenir voir cette notion sur les coûts d'emprunt. Maintenant, pour ce qui est des stocks fabriqués, le coût d'entrée sera tout simplement le coût des matières consommées, majoré des différents frais de production. On va distinguer des frais directs, des frais qui peuvent être clairement identifiés comme participant à la fabrication du produit X, n'est-ce pas? Et puis on aura les coûts indirects, par exemple l'amortissement de l'usine ou de l'équipement de production qui est utilisé pour produire différents biens. On va pouvoir, par le biais des clés de répartition, affecter cela au coût d'un produit en particulier. Je vous renvoie comme ça à votre cours de comptabilité analytique de gestion pour voir comment cela se fait de manière pratique. Maintenant, c'est important également de tenir compte de la sous-activité lorsqu'on évalue les stocks pour ne pas les surévaluer. Lorsqu'il arrive que l'activité de l'entreprise, n'est-ce pas, comment est-ce qu'on va dire ça? Lorsqu'il arrive que l'activité de l'entreprise diminue de manière notable, pour ne pas surévaluer les stocks, il faudrait tenir compte de ce qu'on appelle ici l'imputation rationnelle des charges fixes. Vous pouvez faire quelques petites recherches là-dessus pour éviter que cette vidéo soit trop longue. On ne va pas vraiment rentrer dans les détails. Maintenant, parlons de l'évaluation des stocks à la date de l'inventaire. L'inventaire est une obligation légale. Le droit comptable, le droit des sociétés prévoit qu'au moins une fois l'an, une entité fasse le comptage, fasse l'inventaire de chacun de ses biens, de chacun de ses stocks, des créances, des immobilisations. Donc l'inventaire est une obligation légale et les stocks doivent absolument être inventoriés, ne serait-ce que le dernier jour de l'année, pour que la valeur qui va figurer au bilan soit une valeur qui reflète la réalité et soit au plus près possible de ce qui est conforme, n'est-ce pas, à la réalité. Maintenant, pour ce qui est des biens qui sont identifiables, qui sont individualisables, tout à l'heure on parlait d'une société qui fabrique par exemple des avions. Elle n'en fabrique pas 50 000 par an. Un avion correspond à un projet spécifique et c'est facile pour elle donc de rassembler les coûts relatifs à l'avion X pour pouvoir déterminer combien au final lui est revenu cet avion qui sera donc livré au client. Bon, ça c'est le cas on va dire peu observable dans la réalité de nos petites entreprises. C'est pourquoi on va voir rapidement le cas des biens qui sont dits fongibles, donc des biens qui sont interchangeables. Prenons le cas d'une entreprise qui fabrique par exemple du vin. Elle va fabriquer peut-être 10 millions de bouteilles de vin chaque année. On ne saurait faire l'évaluation, n'est-ce pas, de chaque bouteille de vin. On va utiliser une méthode qui nous permet de savoir à combien nous revient la bouteille de vin. Il est important de préciser que le Syscoada révisé a prévu des méthodes spécifiques d'évaluation des stocks. Il ne conviendrait vraiment pas de prendre une autre méthode en dehors de ce qui est prévu par le Syscoada. Vraiment, ça, c'est pour ça des risques qui sont à des risques juridiques. Donc, voilà les quatre principales méthodes ici prévues par le Syscoada. Il y a la méthode du coût moyen pondéré, notamment pour les articles qui sont donc achetés. Pour les détails pratiques, on va voir dans la suite de la vidéo un exemple, une application que j'ai prévue pour nous permettre de mieux cerner ce qu'on appelle ici coût moyen pondéré. Et la deuxième méthode autorisée également, c'est la méthode du premier entrée, premier sorti. Et puis, en dehors de cela, on a deux grandes méthodes, notamment pour les coûts de revient. C'est la méthode des coûts standards. Le Syscoada révisé admet cette méthode pour des raisons de praticité, pour des raisons pratiques, parce que ça peut être compliqué pour une entreprise de devoir calculer toutes les semaines, tous les mois, n'est-ce pas, son coût de production pour pouvoir valoriser les éléments qui sont produits. Ça peut être vraiment compliqué. Par contre, si le coût standard est proche du coût de production, eh bien, rien n'empêche une entreprise de l'appliquer. J'en connais par exemple une qui, à la fin de l'année, va déterminer le coût de revient, n'est-ce pas, le coût de production de chacun de ces articles qu'elle produit. Et puis, ce coût de production va être utilisé, n'est-ce pas, comme coût standard au cours de l'année qui suit, de manière à pouvoir valoriser, n'est-ce pas, ces stocks sans avoir besoin de faire un recalcul tous les mois, toutes les semaines, tous les jours. Ça peut être vraiment pratique. Maintenant, il y a une autre méthode qu'on appelle le prix de détail. C'est beaucoup plus observable dans les supermarchés. Imaginez un hypermarché qui a par exemple des milliers d'articles. Ce serait vraiment compliqué d'avoir à évaluer chacun de ces articles. Le plus simple serait de prendre le prix de vente
Pour des articles qui sont similaires en ce qu'ils ont pratiquement les mêmes taux de marge, on prend le prix de vente et on défalque le pourcentage de marge appliqué, n'est-ce pas, à cet article-là, de manière à obtenir un prix dit de détail qui est le coût de revient, n'est-ce pas, de cet article. Donc ça, c'est aussi une méthode qui est acceptée par le Cisco WADA revisé. Pour ceux maintenant qui veulent comprendre dans le détail chacune de ces méthodes-là, il serait bien de faire quelques recherches là-dessus, ou alors vous pouvez également m'écrire à mon mail ou sur WhatsApp. Maintenant, on disait tantôt que premièrement, c'est important de bien comprendre comment valoriser le stock, et ça, on vient de le voir. Mais deuxièmement, c'est aussi important de savoir comment déprécier le stock. Lorsqu'il y a des indices de perte de valeur, lorsque le stock devient obsolète, il est endommagé, il ne pourra plus être vendu au prix habituel. Comment est-ce qu'on va déprécier? Alors, le Cisco WADA admet que nous puissions déprécier les stocks suivant cette méthode qui est indiquée ici. Le stock doit être déprécié si la valeur nette de réalisation est inférieure au coût. On va prendre un exemple pour illustrer cela. Supposons qu'une entreprise, voilà, elle vend habituellement un article à 500 francs. Et puis, suite à la revue des événements post-clôture, elle se rend compte que finalement, sur le marché, les prix ont baissé. Au lieu de vendre cela à 500 francs, ce sera dorénavant vendu à 250. Mais seulement, on avait au bilan un coût de 300. Il va de soi qu'il faut appliquer une décote. Il faut enlever sur les 300 une dépréciation de 50 pour retomber sur la valeur de réalisation, qui est le prix donc de vente, normalement diminué des frais de commercialisation, etc. Bon, pour simplifier, on va dire que notre valeur de réalisation, c'est son prix de vente. Donc, elle se rend compte que les prix ont diminué et de ce fait, elle devrait donc déprécier le stock de manière à ce que, in fine, dans son bilan, la valeur de ce stock correspondra à ce qu'elle attendra de recevoir lorsqu'elle fera donc sortir ce stock. J'ai prévu ici un petit tableau pour pouvoir montrer comment cela va se comptabiliser la dépréciation. Il conviendra de débiter ce compte 65 en contrepartie du 39. Il conviendra de débiter ce 65 en contrepartie du 39. Et lorsqu'il n'y a plus de raison que la dépréciation soit conservée dans notre bilan, on va reprendre cette dépréciation en débitant le 39 en contrepartie du 75. Ça veut dire que finalement, si le stock est vendu, ou alors si les prix sont revenus à la hausse, ou alors si on a des indices qui nous permettent de comprendre qu'il n'y a plus lieu de conserver une dépréciation au bilan, on va tout simplement la reprendre. Voyons maintenant une application pour concrétiser, pour mettre du concret un peu dans ce que nous venons de voir jusqu'ici. C'est la société Vidéo Entrepreneur qui a pour activité l'achat et la revente d'ordinateurs neufs. Elle commercialise deux marques d'ordinateurs, la marque Alpha et la marque Beta, et utilise comme méthode de valorisation de ces stocks la méthode du coût moyen pondéré fin de période. Il faut dire également que, juste une petite parenthèse, il y a aussi d'autres méthodes de coût moyen pondéré. Ça peut être le coût moyen pondéré après chaque entrée. Je connais par exemple une boîte qui a dans son système d'information cette possibilité-là. Chaque fois qu'il y a une entrée, n'est-ce pas, une entrée va faire intervenir ces frais spécifiques accessoires d'achat. Donc, les articles, bien entendu, sont dans une nomenclature. Chaque article a un numéro d'identifiant. Et si on achète un nouvel article, juste lorsque cet achat est enregistré, lorsque la réception se fait donc au magasin, les prix sont ajustés au fur et à mesure. On appelle ça coût moyen pondéré après chaque entrée. Ici, nous avons plutôt un coût moyen pondéré de fin de paiement. C'est à la fin de la période qu'on calcule un coût moyen pondéré. Ainsi, le stock initial se présentait comme sur au 1er janvier N. Les ordinateurs de marque Alpha, c'est 100 unités pour 250 000 l'une. Beta, 50 unités coûtant chacun 300 000. Et puis 1000 ordinateurs de marque Alpha et 500 de marque Beta ont été vendus au cours de l'exercice. Les achats sont élevés à 180 millions pour la première marque et 80 500 000 pour la seconde. En fin d'année, il nous reste 300 ordinateurs de marque Alpha et 10 de marque Beta. Voici un résumé de cet énoncé ici. Stock au 1er janvier, 100 unités de la première marque pour 250 000 unités et puis 50 pour la seconde marque. Nombre d'unités vendues 1000 pour la première et 500 pour la seconde. Dépenses en achat, 180 millions pour la première, 80 500 pour la seconde. Et puis stock au 31, on a 300 unités pour la première et 10 unités pour la seconde. L'idée ici, c'est de pouvoir calculer un coût moyen pondéré fin de période pour chacune des marques, de manière à pouvoir valoriser le stock, n'est-ce pas, final. Donc, le stock initial a une valeur de 25 millions, ça on l'a vu. Maintenant, les unités achetées en quantité, on peut déterminer cela de manière indirecte en se servant des données que nous avions, les ventes majorées, n'est-ce pas, du stock final, moins de stock initial, ça donne 1200.
Ces 1200 unités ont été achetées à 180 millions, avons-nous déjà précisé. Et puis on détermine un total 1 composé de la valeur du stock initial plus la valeur des achats. On a ces 205 millions qu'on va rapporter aux quantités qu'il y avait en début de période, plus les quantités achetées, pour nous donner un coût moyen pondéré de 157 692 et qui nous permettra donc de valoriser le stock final au bilan qui est de 300 en quantité, 147 millions. La même approche va être utilisée pour la marque Beta. Vous pouvez, sans regarder cette solution, essayer de faire par vous-même pour pouvoir aboutir ici à un coût moyen pondéré de 187 000 et un stock final valorisé à 1,8 million. Alors, la valeur globale du stock initial, c'est 40 millions. Les 25 millions que nous avions pour la marque Alpha et 15 pour la marque Beta, 40 millions. Et puis, la valeur du stock final, 47 millions pour la marque Alpha et 1,8 million pour la marque Beta, ce qui donne un stock final affiché au bilan de 49 millions. Voici les écritures que nous allons passer. Le stock initial que nous avions jusqu'ici dans notre compte stock de marchandises va être mis à 0 d'abord. On va faire sortir ce stock initial en créditant le compte de stock de marchandises, en débitant le compte de variation de stock. Et puis on constate le stock final en débitant le compte de stock de marchandises par le crédit de la variation de stock. Vous voyez donc que dans cet exemple, il est clair, la comptabilisation des stocks impacte directement le résultat par le biais de ce compte de variation de stock. Il faut faire vraiment gaffe. Et puis en passant, c'est important de rappeler aussi le principe de permanence même des métaux. C'est-à-dire que si dans vos règles comptables, vous avez admis ou alors vous avez choisi parmi les différentes options qui existent, vous avez décidé de valoriser les stocks qui sont achetés ou alors une catégorie de stocks achetés, par exemple vos marchandises, vos matières premières, vos matières consommables. Vous choisissez de les valoriser au coût moyen pondéré. En général, c'est un choix c'est une décision, n'est-ce pas, de gestion. Alors, pour l'exercice N plus 1, il ne conviendrait pas de passer du coût moyen pondéré à la méthode FIFO pour la même catégorie de stock si cela n'est pas justifié. Le principe de permanence des méthodes voudrait effectivement que une méthode qui est utilisée pour la valorisation au cours de l'exercice N soit conservée, n'est-ce pas, pour l'exercice N plus 1 et tout changement de méthode comptable devrait être justifié. On ne peut donc pas faire des choix arbitraires, n'est-ce pas, d'un exercice à l'autre. Ça, c'est une parenthèse qui nous permet de comprendre à quel point ce que nous sommes en train de voir là est important. Maintenant, voyons la deuxième application, n'est-ce pas? C'est la société Vidéo Entrepreneur qui a vu cette application dans le sens de la dépréciation. On dit la société Vidéo Entrepreneur a vu les prix de sa marque d'ordinateur Alpha baisser de façon drastique après le 31/12. C'est pourquoi c'est absolument important de prêter attention aux événements post-clôture, les événements après clôture, donc les événements qui se déroulent entre la date de clôture et la date d'arrêté des comptes. On sait que l'arrêté se fait par l'organe juridique habilité. Et j'avais d'ailleurs fait une vidéo sur les événements postérieurs à la clôture. Pour la voir, vous pouvez cliquer sur le lien qui s'affiche au-dessus là, parce que cette vidéo permet de comprendre à quel point des événements postérieurs à la clôture peuvent venir impacter les comptes que nous sommes en train d'arrêter. Donc, entre janvier et avril, elle reçoit de nouvelles informations, à savoir que les prix pratiqués sur le marché étaient en moyenne de 130 000 unités. Les frais de commercialisation sont négligeables. Alors, qu'est-ce que ça va nous amener à faire? Nous avons un coût moyen pondéré de 157 000 que nous venions de calculer tantôt. Et puis, on observe que les prix de vente ont baissé au point de se stabiliser à 130 000. On voit ici que le prix de vente est inférieur au coût de revient. Il convient donc de comptabiliser une dépréciation parce qu'il ne sert à rien de gonfler la valeur des stocks au bilan. Il faut comptabiliser une dépréciation de manière à ce que la valeur qui sera affichée au bilan soit corresponde à la valeur nette de réalisation. Donc, on va comptabiliser une dépréciation pour la différence entre les 257 000 moins 130 000 multiplié par les quantités en stock à la fin de l'exercice qui donne 8,3 millions. Et la dite dépréciation pourrait être reprise dans deux cas, sortie effective des stocks pour vente ou alors reprise, n'est-ce pas, à la hausse des prix de vente. Finalement, les écritures que nous allons comptabiliser au journal sont les suivantes. On va débiter le compte de charge pour dépréciation pour un montant de 8 millions, le sous-compte 65, en contrepartie du compte 39 pour la dépréciation des marchandises, de manière à ce que dans notre bilan,
Dans la colonne amortissement et provision, on aura pour la partie marchandise, n'est-ce pas, cette valeur de 8 millions. Alors, merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Ça montre à quel point ce sujet vous tient à cœur, également à quel point vous souhaitez affiner vos compétences, vos connaissances, votre savoir-faire en comptabilité en étant un professionnel du chiffre. Je souhaite vraiment qu'on forme la plus grosse communauté en ligne des professionnels du chiffre qui savent leur métier, qui maîtrisent, qui ont un savoir-faire pointu. Et n'oublie surtout donc pas de t'abonner pour faire partie de cette grande communauté d'entraide sur ce sujet de la comptabilité et en particulier d'arrimage au référentiel comptable. Donc j'attends de toi que tu t'abonnes, abonne de force tes amis, tes collègues de travail pour qu'on forme cette méga communauté en ligne qui partage son savoir-faire. Et j'aime également quand vous écrivez dans les commentaires, quand vous posez des questions. Et n'hésitez pas également, lorsque vous avez des réponses, de répondre aux questions des autres. C'est en partageant qu'on consolide son savoir-être, son savoir-faire, etc. Donc n'hésite pas à t'abonner. Et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo qui va parler des immeubles de placement. On va également voir l'enjeu comptable associé aux immeubles de placement et surtout quels sont les changements n'est-ce pas, apportés par le Tiscoada Revenu sur ce sujet hautement important et quelles sont les notes complémentaires qui doivent accompagner le jeu complet d'état financier sur le sujet des immeubles de placement. Alors à toi, je te dis tout simplement à très bientôt et à très vite pour la prochaine vidéo sur la chaîne vidéo de Compta.